Il a gravi le Manaslu, le 8e plus haut sommet du monde à 8163 mètres, sans assistance, sans oxygène. Vadim Druel, du haut de ses 19 ans, est un amoureux de la montagne à l'état pur. Nous le rencontrons aujourd'hui à la Côte d'Arbreau. C'est parti. Bonjour Vadim. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez toi, sur les hauteurs de Morzine. Tu as réalisé un exploit, on va en parler. Mais d'abord, c'est ici, donc sur les hauteurs de Morzine, que tu as grandi. Voilà, ouais, c'est ça. Donc là, on est au col de l'Ancrenat, donc plus précisément dans l'alpage de l'Eau. Et donc j'ai toujours grandi ici, quasiment. Avant, j'habitais dans un village un peu en dessous. Et donc, on est bien là. En pleine nature. Ouais, en pleine nature. La nature, la montagne, quand on est morzinois, on l'a dans le cœur, dans la tête, sous les yeux, tous les jours. Mais d'où te vient réellement cette passion, cet amour de la montagne ? Alors en fait, c'est mes parents qui sont accompagnateurs en montagne et qui m'ont emmené toujours depuis tout petit en rando. Donc au début, c'était dans le sac à dos. On allait faire des via ferrata. Après, j'ai commencé par faire des petits sommets. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire un petit peu d'alpinisme avec mon père surtout. Et au final, après, Alors, il y a eu un moment où j'avais pas trop envie d'y aller. Parce que y a un âge où on n'a pas trop envie d'aller en montagne. On préfère jouer avec les copains. C'est un peu plus intéressant. Et du coup, en fait, moi, j'avais une vraie passion pour les minéraux et les fossiles. Et en fait, du coup, je demandais toujours à mon père quand on allait en montagne si c'était un coin à cristaux ou si c'était un coin à fossiles. Donc du coup, j'étais tout le temps un peu à fond quand j'allais en montagne. Et en fait, depuis, ça m'a un peu motivé. Puis après, j'ai découvert un peu d'autres choses. J'ai arrêté de regarder par terre trop. Je regarde toujours. et maintenant, je regarde un peu ailleurs le paysage et tout. Puis du coup, c'est ce qui m'a un peu plongé là-dedans, quoi. Et ça t'a mené jusqu'au ski d'alpinisme, puisque tu étais dans l'équipe de France. Et là, tu vas peut-être réintégrer l'équipe de France cet hiver. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai commencé le ski alpinisme vraiment en compétition il y a 3 ans à peu près. Et j'en fais toujours depuis tout petit parce que mes parents m'ont toujours emmené, que ce soit à pied ou en ski de rando. Et du coup, cette année, là, je vais essayer de réintégrer l'équipe de France. Et parce que l'année dernière, j'ai pu courir en Coupe du Monde malgré mon travail. Et c'était vraiment, vraiment super, c'était hyper enrichissant. Et puis avec un coéquipier, on a gagné la Pyramenta, jeune. Mais c'était super, ouais. Voilà. C'est déjà un exploit, bravo. Ouais. Tu évoquais ton métier, puisque depuis un peu plus d'un an maintenant, tu es ardoisier. Voilà, c'est ça. Explique-nous un petit peu. Donc je travaille dans une mine d'ardoise qui se situe dans la vallée des Ardoisières à Morzine. Et donc là-bas, on extrait encore un peu à l'ancienne. Donc il y a quand même des engins qui nous aident. On ne fait plus à l'explosif, mais donc on a un système pour extraire la roche différemment. Mais par contre, dans la mine, on fend par exemple les blocs à la main encore pour faire du dallage au sol. Et les ardoises, elles se font toujours à la main, donc c'est un long processus pour faire un toit de maison. Et maintenant, on s'est diversifié, on fait des plans de travail. Et même, comme vous pouvez le voir juste là, c'est une jardinière donc, qui vient de là-bas, qu'on creuse, on peut faire des bassins. Voilà, ouais, il y a plein de... Et donc c'est vraiment un super boulot qui m'a vraiment beaucoup appris sur un peu le travail un peu ancestral de Morzine, on va dire, parce qu'on en entend parler, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Et du coup, le fait d'apprendre la roche aussi, parce qu'il faut savoir bien si c'est de la bonne pierre ou non.
Et donc c'est vraiment enrichissant et un petit peu physique, mais c'est bien pour l'escalade. C'est super. Ouais. À côté de ça, donc tu as ton parcours d'athlète, ce métier, tout est quand même très en lien avec la roche, la montagne, Voilà. et puis donc tu entreprends des ascensions et tu viens de réaliser donc un exploit, je l'ai dit, le 27 septembre dernier, tu as gravi le Manaslu, 8163 mètres, sans oxygène, sans assistance, d'une seule traite, sans dormir. Une marche de 12h45, il me semble. Tu es devenu le plus jeune Français à avoir réalisé un 8000 sans oxygène, d'une seule traite. Et en plus de ça, tu as battu le record mondial de temps d'ascension. Avant de nous raconter tout ça en détail, tes émotions, comment est né cet objectif ? Alors cet objectif, il est né il y a à peu près 5 ans. Donc j'étais vraiment jeune pour partir faire un sommet de cette ampleur et pas assez d'expérience. Et au final, j'avais vraiment ce projet toujours en tête, je voulais partir. Donc je baratinais mes parents, je les embêtais un peu tout le temps. Je leur posais des questions, surtout à mon père lui qui est vachement un peu dans les livres de montagne et tout, qui connaît un peu toutes les histoires de tous les grands alpinistes. Donc du coup, c'est vrai que au début c'était un peu difficile, même à l'école, je voulais vraiment toujours partir, c'était mon objectif. Et en fait l'année dernière ça s'est un peu plus concrétisé, j'avais vachement plus d'expérience en montagne. Et en fait il y a un sponsor qui s'appelle Black Puff qui m'a réalisé 3 dessins de montagne. Et en fait j'ai pu les vendre sous forme de tableaux et d'affiches. Et c'est ce qui m'a permis de financer un peu mon sommet. Et donc le problème c'est que c'était en plein Covid et du coup l'année dernière j'ai pas pu partir. Donc j'avais quand même le financement et je me suis dit l'année prochaine normalement ça devrait être bon. Et puis là c'était vraiment bon quoi. Voilà. Ça a été dur de devoir reporter alors que tu étais prêt à partir ? Ouais, c'était toujours dur. Après je pense pas que j'étais pas prêt, donc c'était pas plus mal. Enfin, je pense que là cette année je me suis vraiment préparé et j'ai fait des belles ascensions dans les Alpes. Et puis j'avais le financement, j'étais plus sûr de moi, j'avais plus d'expérience dans tout. Prêt à voyager tout seul aussi, c'est différent. Ouais. C'était une bonne chose finalement d'avoir un an de plus pour se préparer, c'est ça. pratiquement. Ouais, exactement, c'est ça qui a peut-être fait peut-être d'autres choses. J'ai pu ça se trouve l'année dernière si je serais parti, j'aurais peut-être pas fait le sommet sans oxygène. Bon, ça aurait été pour moi horrible. Mais bon, là j'ai pu faire vraiment ce que je voulais. C'était super. Tu as parlé du financement, c'est une expédition, un projet qui coûte cher ? Voilà, ouais, donc comme je prenais pas de Sherpa, j'ai eu quand même c'était le package que je devais payer à l'expédition n'était pas trop cher, j'avais pas d'oxygène non plus et du coup je m'en suis sorti pour à peu près 9000 € en tout, donc même avec le billet d'avion, donc c'est assez raisonnable quand même pour un gros projet de cette ampleur. Que tu as pu financer donc avec la vente Voilà, de ces tableaux. Exactement, ouais. Comment ça s'est passé cette ascension pour toi ? Ça y est, tu as réalisé ton rêve finalement ? Ouais, c'est ça, ouais. C'était vraiment un grand rêve. Alors ça s'est super bien passé. Alors déjà, on a fait un trek déjà pour venir. Donc on a passé un col à 5100 mètres. Et ensuite on est redescendu dans une autre vallée et jusqu'au village qui est sous la montagne. Donc là c'est vraiment magnifique. Et ensuite on est monté au camp de base. Et de là on a commencé les acclimatations. Donc c'est un processus donc on monte déjà au camp 1, au camp 2. Ensuite on va juste au camp 3, on redescend. Et le lendemain on remonte au camp 3 et on redescend au camp de base. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, on attend quelques jours vraiment pour
pour un peu se reposer et tout, parce que même quelques nuits là-haut, ça nous fatigue beaucoup, beaucoup. Et du coup, donc 5-6 jours après, on nous a dit qu'il y avait une bonne fenêtre de beau, le 27 septembre. Et du coup... Tu les as attendues un peu ces conditions, je crois. Il y voilà. avait beaucoup de pluie, beaucoup de neige. Beaucoup de pluie, ouais, beaucoup de neige. Alors, ouais, c'était un petit peu, on n'y croyait plus du tout. Il y avait le brouillard tous les jours au camp de base, donc c'était un petit peu frustrant. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est le jeu. Et donc, le 27 septembre, on nous disait que là, il allait y avoir une super fenêtre. Bon, faut se méfier des bonnes fenêtres, des fois, c'est pas très bon, mais là, c'était vraiment une super journée. Et du coup, ils ont commencé à partir déjà le 25, donc les autres membres de mon expédition, pour faire le sommet le 27. Donc ils montaient déjà au camp 2 le 25, et ensuite le 26, ils montaient au camp 3, et ils dormaient là-bas, et puis après le 26 au soir, ils partaient pour le sommet, et arrivaient au sommet vers le lever du jour le 27. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme je voulais le faire en one shot, donc d'une seule traite, j'étais tout seul au camp de base pendant un jour de plus. Je stressais encore plus. C'était un petit peu tendu. En plus, ça faisait mauvais tout le temps, alors c'était un peu frustrant. Et donc du coup, le 26, moi, à 14h, je suis parti du camp de base, tout seul. Et j'ai attaqué pour déjà aller au camp 2. J'ai récupéré une combinaison. Et ensuite, je suis allé les rejoindre au camp 3. Et entre le camp 2 et le camp 3, j'ai eu très très froid. C'était juste horrible. Et parce que j'avais pas encore ma combinaison, j'avais juste un petit Gore-Tex. Et à 6800 à peu près, vers 19h, ça commence vraiment à piquer. Et du coup, après, je suis arrivé au camp 3, j'ai mangé un bon lyophilisé à la tartiflette. Et du coup, après, 1 heure après, on est parti en direction du camp 4 et du sommet. Donc au camp 4, on s'est arrêté juste pour boire et manger un petit bout. Et puis après, on a filé au sommet. Donc toute la nuit, on a grimpé le Manaslu. Ouais. Toi, l'idée, c'était vraiment de le faire d'une seule traite, sans assistance, sans oxygène, seul en fait, face à cette montagne. Voilà, ouais, c'est ça. Je voulais vraiment un style pur, comme on peut trouver dans les Alpes, où souvent on fait des sommets la journée ou même sur 2 jours. Et donc, on n'utilise pas d'oxygène, on porte notre sac. Il n'y a pas de corde fixe, donc on monte comme on peut, avec une corde, et on se débrouille avec ton piolet. Voilà, exactement, avec un piolet. Et du coup, moi, c'était dans l'esprit que je voulais faire, et sinon, j'avais rien à faire là-haut. Enfin, je préférais redescendre et pas faire le sommet. Et me tourner sur des sommets moins hauts, puis si j'y arrivais pas. Donc non, c'était vraiment cet objectif-là, donc je l'avais vraiment dans la tête. Donc j'ai pas pris de bouteille d'oxygène dans mon sac, par exemple, au cas où, en secours. Donc c'est un peu plus... C'était sans filet. Voilà, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais c'est un sommet qui reste facile, donc c'est pas non plus extrême. Il y a l'altitude, mais le côté technique, il est jamais extrême. Facile pour des gens initiés quand même, j'imagine. Ça ressemble un peu au Mont Blanc, c'est un peu long, c'est long et ça monte progressivement. Donc surtout du camp 4 au sommet, c'est vraiment des bosses à passer. Donc c'est vraiment très facile. Mais bon, on est quasiment à 8000 mètres. Là, ça commence à... Et il faut être entraîné quand même. Oui. Tu t'es entraîné, notamment avec un... Il y a une histoire autour d'une pierre que tu as descendue d'une montagne. Ouais, c'est ça. Explique-nous un petit peu. Alors en fait, donc je me suis entraîné dans les Alpes principalement. J'ai fait des sommets de 4000 mètres pour être un peu en altitude. Et puis j'avais un petit défi aussi. J'avais trouvé une pierre au-dessus de chez moi, au Roc d'Enfer. Donc une pierre qui faisait 1 tonne 100, une grosse plaque qui faisait une forme un peu de menhir. Et donc du coup, mon but c'était de la descendre avec une barre à mine. Et j'ai passé plus de 4 mois à la descendre. Et en fait, ça a fait mon entraînement de l'été. Je montais quasiment tous les jours l'été. Et je la descendais petit à petit. Petit à petit à la barre à mine. Et juste avant le sommet, avant de partir,
Donc je l'ai scellé dans le béton et à 19h, j'avais toujours pas fait mon sac. Donc c'était un petit peu tendu dans la famille. Et en fait, comme elle s'est cassée, la pierre, juste avant que je parte, et ben, il me restait le morceau final du menhir. Et du coup, je me suis dit, je vais pas le mettre tout de suite. Je vais attendre de faire le sommet. C'est un peu pour la petite histoire. Donc voilà, j'ai mis mon petit caillou final sur mon menhir quand j'avais fait le sommet. C'est assez symbolique, ça y est, Ouais. la pointe est posée en tout Voilà, cas. c'est ça. Ouais. Si on revient un petit peu sur le Manaslu, concrètement, qu'est-ce que ça change très concrètement, physiquement, de ne pas avoir d'oxygène? Et est-ce que toi, ça t'a posé des difficultés, que ce soit physiquement, mentalement? Alors, ouais, de ne pas avoir d'oxygène, c'est un autre monde. On n'est pas sur la même montagne déjà. Enfin, c'est ce que je pense. Mhm. Après, donc parce que les personnes avec oxygène, ils vont beaucoup plus vite. Et pourtant, moi, je traînais pas trop quand même. Enfin, à cette altitude-là, je voulais pas non plus essayer de battre des records, mais je traînais pas, quoi. Mais bon, les personnes avec oxygène, ils allaient 2 fois plus vite. Et donc du coup, c'est même un peu frustrant parce que ça fait bizarre de se faire doubler par des gens où on leur mettait 3 heures en dessous, sur les camps d'en dessous, et puis là qui nous doublent à une vitesse de lièvre. Mm. Donc du coup, c'est vraiment un autre monde, et puis c'est vraiment, vraiment difficile à respirer quand même. Et on a plus facilement des hallucinations, on a plus facilement froid, et du coup c'est un petit peu, ouais, c'est plus dur, quoi. Tu as eu quelques hallucinations. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de dire ce que tu as vu? Parce que tu me l'as dit avant, mais... Ouais, alors j'ai vu dans les traces de pas, j'ai vu des omelettes. C'était des cheese omelettes même. Parce qu'au camp de base, ils nous en faisaient beaucoup. Et du coup, j'y pensais constamment à ces omelettes. Et là, j'en ai vu dans les traces. Qu'est-ce que tu as ressenti quand, ça y est, tu es en haut au sommet? Qu'est-ce qu'on ressent? Pas grand-chose. En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment conscient déjà là-haut. Enfin, on est quand même conscient, mais moi, je m'en rendais pas compte que j'étais arrivé. Donc, c'est impressionnant quand même. Parce qu'on est au-dessus de tout. Il n'y a pas une montagne au-dessus. Pourtant, c'est déjà des sommets à côté qui sont à 5-6 000, voire 7 000. Et ils sont en dessous, vraiment très très bas, dans la mer de nuages. Et puis là, on est vraiment dans le ciel, quoi. Donc c'est un peu dur à expliquer quand même, mais parce que c'est des moments qui sont vraiment vraiment forts. Mais bon, j'étais vraiment heureux, quoi. Après, il y a toujours une part quand même où on se lâche pas trop au sommet. On est quand même un peu, on se dit, il y a encore la descente. Faut encore se concentrer pour la descente. Ouais. Justement, tu expliques aussi que les membres de l'expédition, tous, ont repris l'hélicoptère pour rentrer directement à Katmandou. Toi, tu as fait toute la descente, tu as marché pendant 4 jours après cette ascension avec les Sherpas. Tu as tenu à redescendre à pied. Pourquoi? Ouais. Déjà, c'était pour finir cette ascension un peu pure. J'avais réussi à pas prendre de corde fixe, pas de Sherpa, pas d'oxygène, en one shot. Donc du coup, je voulais rester un peu dans cet esprit-là et finir mon trek comme tout le monde, enfin comme ça devrait se faire. Et donc aussi, il y a le côté où c'est pas vraiment, je trouve, c'est pas dans l'esprit montagne de repartir en hélico. Après, ça peut se comprendre aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées, mais vraiment out. Mais voilà, moi, je voulais vraiment redescendre à pied. C'était important pour moi. Et puis, j'ai partagé vraiment des super moments avec les Sherpas et les Cooks. On était vraiment... Enfin, moi, j'étais le seul Européen avec eux. On était vraiment ensemble. C'était vraiment sympa. On dormait dans des lodges moins bien que ce qu'on avait dormi avant. Parce qu'eux, ils prenaient le premier venu, on se retrouvait avec des araignées comme ça dans la chambre. Ouais, mais c'était super, enfin, c'était une autre expérience, j'ai l'impression d'être sur un autre voyage.
Et non, c'était vraiment bien. Ouais. Est-ce que c'est un message que tu as envie de faire passer? Est-ce que tu aimerais qu'on repense la pratique de l'alpinisme? Ou est-ce que c'est plus un défi personnel et c'est très personnel pour toi, cette pratique pure, comme on peut l'appeler, de la montagne? Ouais, alors c'est sûr que ça serait bien que dans les prochaines expéditions, qu'il y ait certaines personnes qui, même en se faisant mal, parce que c'est vrai que c'est pas évident après un gros sommet comme ça de repartir encore à pied pendant 4 jours. Mais c'est aussi pour... maintenant on sait que faire quand même attention à ce qu'on fait dans la nature et tout. Et puis tous les autres villages en dessous, ils sont vachement très très pauvres. Et le fait que d'autres alpinistes descendent à pied, ça ferait vivre aussi les lodges. Donc c'est sûr que c'est bien. C'est bien si ça peut changer de ce côté-là, quoi. Ouais. Vadim, est-ce que tu as d'autres projets? Alors du côté du ski d'alpinisme déjà, tu as des objectifs pour cet hiver? Alors cet hiver, j'aimerais bien re-rentrer en équipe de France et puis participer encore à des Coupes du Monde parce que c'est vachement sympa, c'est enrichissant. Ça fait prendre beaucoup de départs de course et ça fait découvrir du pays aussi. Parce qu'on part en Italie, dans les Dolomites. Non, c'est sympa, ouais, j'aimerais bien. Après, j'ai pas d'objectif en particulier de résultats, mais voilà. Est-ce que tu as d'autres sommets en tête ou d'autres projets d'ascension Ouais. peut-être? Alors, pour le moment, je sais pas trop. Il y a peut-être le Kanchenjunga, donc c'est un sommet à 8500 mètres. Donc c'est le 3e plus haut sommet du monde, qui est toujours au Népal, qui est très peu fréquenté, et c'est pour ça qu'il m'attire d'ailleurs. Mais bon, c'est pas vraiment encore d'actualité. Là, je suis arrivé, je suis un peu déboussolé. On te laisse revenir sur Terre tranquillement Ouais, alors. voilà. Merci beaucoup, Ouais. merci Vadim d'avoir été merci à vous. avec nous et bonne continuation à toi. Et merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis, merci à François Pirot derrière la caméra. On se retrouve très très vite sur 8 Mont Blanc.